De Gaulle, le seul mec en France qu'on appelle encore le général sans que tout le monde demande lequel. Bref, aujourd'hui on s'attaque au monument avec la partie 2. C'est parti. Incroyable, le 6 juin 1944, De Gaulle n'est au courant de rien. Oui, t'as bien entendu, on a peine à y croire, mais Churchill et Roosevelt, eux, l'ont mis à l'écart. Et tu sais quoi? Eh ben, ils ont eu totalement raison. De Gaulle a un petit côté, je vais foutre le bordel dès que j'ouvre ma bouche. Bon, ok, De Gaulle savait en mai 1944 qu'un débarquement allait avoir lieu. Mais il ne savait pas où. Officiellement, quand il transforme le CFLN le 3 juin 1944 en gouvernement provisoire de la République française, vous allez pas me dire que c'était pas un putain de spoiler. Certains diront qu'en tant que militaire, il avait deviné. Officiellement, il se scandalisera. De Gaulle débarque à Bayeux quelques jours seulement après le débarquement. Il arrive bras ouverts, drapeau français planté sur la plage, comme si c'était lui qui avait tout organisé depuis longtemps. Le mec, il maîtrise totalement. Et là, il sort sa carte secrète, les préfets. Il va dégainer les préfets plus vite que Lucky Luke. Il comprend un truc, s'il veut pas finir comme un figurant dans les films alliés, il faut qu'il occupe le terrain et vite. Avant même que les troupes alliées n'arrivent, il fait popper des préfets dans tous les coins. Le mec avait carrément prénommé un préfet par département avant même le débarquement. C'est là que tu reconnais le boss final. Pourquoi il fait ça? Simple, il veut verrouiller la légitimité de la France libre dès le départ. Si les Américains débarquent et trouvent déjà un préfet en place, ça fait toute la différence. Pas de gouvernement militaire US sur son terrain, pas de communistes, pas de résistants locaux au pouvoir. Le plan est simple, quand les alliés déboulent en ville, un préfet est déjà nommé et est déjà en place. C'est bon pour y aller, monsieur dame, la route c'est par là. Imagine le délire, tu libères la ville, pouf, t'as déjà ton préfet avec son écharpe, son badge, son tampon. C'est pas de l'improvisation, c'est du De Gaulle pur jus. Les Américains, eux, ils n'aiment pas trop ça. Roosevelt, lui, rêvait d'un NAMGO, un gouvernement militaire made in USA, mais il n'aura pas le choix dans les faits. Tu libères Paris, et ben pof, le préfet de police, il était déjà nommé et déjà en place depuis 4 jours quand les Américains déboulent à Paris. Quand Paris est libéré, le mec débarque dans une capitale en rockstar. Il descend les Champs-Élysées à pied, défiant les balles, et tout ça pour lancer son fameux Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le discours résonne dans tous les coins de la ville. C'est là que l'histoire prend un autre tournant. De Gaulle devient un homme légitime. Il a gagné cette légitimité à la force de son autorité. Parfois limite, mais au moins c'était clair, c'était lui le chef. Il lance alors les réformes qui feront de lui un leader, les réformes sociales, administratives et l'épuration. Ouais, l'épuration. On pense basiquement aux femmes tondues, aux collabos et à tous ceux qui se sont rentrés sous l'occupation. Mais De Gaulle, lui, il ne veut pas de vengeance sauvage, il veut l'ordre et la justice. La justice doit passer, mais pas la vengeance. Et c'est pas qu'une phrase, c'est une ligne de conduite. Un vrai système judiciaire, avec des tribunaux, des commissions d'enquête, plus de 100 000 arrestations, des milliers de condamnations, mais aussi les arrangements pour ceux qui sont bien placés, comme Maurice Papon, René Bousquet, qui se recycle l'air de rien. Ouais, c'est l'épuration, mais avec des exceptions. C'est ça, la justice à la De Gaulle. De Gaulle ne goûte pas du tout la Troisième République. Il veut du pouvoir. Il le veut tout de suite. Il concentre tout. Il propose un référendum pour élire une nouvelle assemblée. Lui, c'est clair. Il veut un président puissant qui gouverne, pas relégué à inaugurer les chrysanthèmes, alors que les parlementaires veulent tout simplement récupérer le système d'avant-guerre. En janvier 1946, De Gaulle, furieux avec l'Assemblée et leur gestion du budget militaire, lâche tout. C'est terminé, j'ai fait ma part, je vous laisse vous démerder. En 1947, De Gaulle lance son propre parti, le RPF. Il veut casser la 4ème République, cette usine à gaz. Il obtient des succès aux municipales de 1947, puis aux élections de 1951, où son parti obtient 117 députés. C'est tout sauf négligeable, sauf que les autres partis le voient arriver. Le RPF est totalement ignoré par les autres partis. Ils sont pas fous, ils savent que le projet de Gaulle, c'est de complètement détruire la République actuelle et d'en créer une nouvelle où ils auront moins de puissance. Et les députés gaullistes ne vont pas aider. 27 d'entre eux finissent par trahir De Gaulle et doucement le reste du groupe se dissout. Sa vision d'un pouvoir fort fait peur et le RPF est enterré après quelques années. Les municipales de 1953 seront un bide complet pour son parti et De Gaulle finit par se retirer. La traversée du désert dure 5 ans. À regarder la 4ème République se suicider. De Gaulle, il est dans l'ombre, loin des projecteurs, il inaugure des plaques, il passe son temps à la boiserie, il écrit ses mémoires de guerre, pendant que la 4ème République se débat comme une mouche dans une toile d'araignée avec l'Algérie. 24 gouvernements en 12 ans, c'est pas une démocratie, c'est un cirque. Un président du Conseil tous les 6 mois, c'est toujours le même sketch. Débat, crise, chute. Le 13 mai 1958, le président du Conseil propose de négocier avec le FLN.
Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'Algérie explose. Depuis 1954, c'est la guerre. Les colons hurlent, les paras fument de la poudre et menacent Paris de trahison. Les généraux, des mecs surarmés, ultra politisés, prêts à sortir les blindés s'il le faut. Le 13 mai à Alger, c'est le coup de pression ultime. Un comité de salut public est créé, des militaires, des civils, des ultras de l'Algérie française et leur solution magique, appelée De Gaulle, où on vient à Paris faire le ménage. Et c'est pas du bluff, les paras sont en alerte, prêts à sauter sur Paris. Un putain de débarquement intérieur. Le gouvernement flippe, les sondages explosent pour De Gaulle, le seul mec qui a encore un minimum de respect populaire. C'est lui, il est vu comme le dernier fusible avant l'implosion. René Coty sur la carte panique. L'homme du 18 juin, si tu nous entends, il implore De Gaulle de revenir. Et l'autre, dans son coin, il n'attendait que ça. Et De Gaulle pose direct ses conditions. Il n'entre pas dans un système en ruine. Il veut les pleins pouvoirs pour 6 mois pour refonder la République. On lui dit banco. Il entre à Matignon le 1er juin 1958 avec les clés et le mode d'emploi de la future 5e République déjà prêt dans sa poche. Il confie le chantier à Bernard Debré, missionné pour accoucher d'une nouvelle République qui ne ressemble pas à la précédente. L'objectif, plus jamais 24 gouvernements en 12 ans. Plus jamais la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale. Et ce qu'ils vont prendre, c'est du lourd. Un président élu au suffrage universel indirect, au début, mais avec un paquet de pouvoirs. Le 49-3 pour calmer l'Assemblée, des ordonnances, parce que des fois le blabla, bon, ça suffit. Surtout la possibilité de gouverner sans que 150 députés fassent du bruit pour exister. On vous rappelle rien ? Le 28 septembre 1958, il balance le projet par référendum et là, boum, 82,6% de oui. Le message est clair, reprends le volant Charles, c'est toi qui pilote. Ce que les gens savent moins, c'est que la Constitution a été rédigée en 4 mois seulement. C'est un record absolu. Elle s'appuyait direct sur le programme du CNR, mais version De Gaulle. Moins de social, plus de verticalité. Elle ne mentionne pas une seule fois le mot Premier ministre, c'est gouvernement. Point. Résultat, en quelques semaines, De Gaulle devient le premier président de la 5e République, élu en décembre 1958. Et cette fois, c'est plus le même poste qu'avant. Il parle, il décide. Tape du poing. Fini la République des bavards, place au général président. 84% pour la nouvelle constitution, il n'y a même plus de débat. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Mais il reste un nonos et de taille, et ben c'est l'Algérie. Parce que pendant ce temps-là, ça continuait le merdier là-bas. Et lors d'une visite là-bas, De Gaulle lâche « Je vous ai compris !» Et en vrai, personne n'a vraiment compris ce qu'il a compris. En réalité, il a lancé ça histoire de meubler. Les partisans d'Algérie française croient qu'il va les soutenir. Les nationalistes algériens n'y croient pas mais attendent des actes. Et De Gaulle, en privé, lui-même se demandait bien avant comment se débarrasser du sujet algérien. De Gaulle commence par changer de cap. L'Algérie française, c'est plus sa tasse de thé. Il commence par envisager le pire. Le gars ne veut plus être le pape de l'Algérie française. Il lâche la phrase en 1959 qui va tout changer. Le droit à l'autodétermination. Eh ouais, en gros, vous avez bien compris, le gars qui était ramené au pouvoir par les partisans de l'Algérie française, eh ben, il va dire « Votre Algérie française, j'en ai rien à secouer ». 1960, c'est le clash. Le général déclare que l'Algérie sera indépendante. Le mec assume, quitte à foutre en l'air tout ce que les colons et l'armée avaient imaginé. Des manifs, des attentats, des déclarations incendiaires, mais De Gaulle ne lâchera rien. Il ne fait pas de compromis. L'Algérie, c'est fini. Les colons et les militaires peuvent gueuler, il s'en fout, il restera solide comme un roc. En avril 1961, les généraux Salan, Zeller et Jouot montent un putsch militaire contre De Gaulle pour l'Algérie sous domination française par la force. L'échec est total. Le général De Gaulle est inflexible. Il apparaît à la télévision de manière théâtrale, vêtu de son uniforme de général qu'on avait un peu perdu l'habitude de voir. Un carteron de généraux en retraite. C'était un peu du genre... T'as vu qui c'est le papa? Malgré le vent de folie qui souffle, la majorité de l'armée reste fidèle. Les généraux bannis. L'Algérie toujours perdue. Quand l'OAS rentre en scène, terrorisme, attentats et même des tentatives d'assassinat sur De Gaulle, il ne lâchera rien. Pire encore, il ne pardonnera jamais qu'on ait mis en danger sa femme. 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. C'est le cessez-le-feu pour le lendemain. L'Algérie devient indépendante. Le général a remporté son combat politique tout en assurant sa position de leader. C'est là que va commencer une phase beaucoup plus sombre du gaullisme. Les accords d'Évian, en gros, c'est comme un contrat de mariage. On vous promet la tranquillité, vous restez sous la protection de la France. En théorie. Sur le papier, les pieds noirs sont censés être tranquilles, mais bon, dans la réalité, c'est un autre délire. Entre mai et juillet 1962, un vrai festival de panique. 700 000 pieds noirs prennent la fuite. Ouais, vous avez bien entendu, 700 000. C'est pas un départ en vacances, c'est l'exode. Les conditions de départ, dignes d'un mauvais film catastrophe. Port saturé, bateaux bondés et les gens prêts à tout pour fuir un pays devenu hostile. Le 5 juillet 1962, jour de l'indépendance algérienne, et là, c'est le cauchemar.
Oran devient un véritable champ de bataille. Les Français sont massacrés en pleine rue, on parle de 700 morts. 700 morts et De Gaulle ne bougera pas un petit doigt. Pour lui, la guerre d'Algérie, c'est terminé, c'est du passé, c'est une affaire classée. Mais s'il y en a qui ont eu un sort pire encore, c'est les harkis. Eux se sont battus pour la France. Quand la France lâche prise, les harkis se retrouvent dans une situation encore plus sordide. Pas d'évacuation possible, encore moins de plans de secours, juste l'abandon total. Alors oui, quelques-uns parviennent à s'en sortir, mais globalement, ils vont tous avoir une fin horrible. Et on pourrait se dire que c'est tout. Eh bien non. Le SAC était une organisation créée en 1960 pour soutenir le gaullisme. Ses méthodes ont souvent été controversées. Jusqu'en 1968, on pourrait qualifier le groupuscule de viril mais correct. Mais à partir de 1968, tout déraille et on ne comptera plus les coups de feu échangés en pleine rue. Jusqu'en 1982 avec la tuerie de Loriol. Niveau pouvoir civil, on parle de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, organisée par le FLN pour protester contre la guerre d'Algérie. Alors là, vous allez aimer. Répression violente par la police française, des dizaines de manifestants tués et des corps qui disparaissent sous le tapis. Et le préfet de police, Maurice Papon. Après la guerre d'Algérie, De Gaulle se met au taf pour donner un statut de grande puissance à la France. Avec la bombe atomique, il met en place la fameuse France-Afrique. Ou à défaut d'avoir encore des colonies en Afrique, la France va faire la pluie et le beau temps dans les États africains, quitte à mettre des dictateurs à droite à gauche. Il se met à l'écart de l'OTAN, met en place le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, et pour le fun, tous les partis étaient contre le suffrage universel direct. Tous, sauf les gaullistes. Il crie « Vive le Québec libre » et fout le bordel entre le Canada et la France, alors qu'en réalité, il évoquait les francophones du Québec, qui exprimaient un désir de reconnaissance, d'égalité et de dignité pour une population qui était alors mise à l'écart de la société. Le vieux général, sûr de ses lauriers passés, ne jugera pas utile de mener campagne électorale en 1965. De Gaulle suffit à De Gaulle, se dit-il. Et à la surprise générale, il n'est pas élu au premier tour. 10 millions de voix et 44% des suffrages, alors je vous rassure, jusqu'à aujourd'hui, aucun autre président de la République française élu n'a eu ce score au premier tour. Par la suite, il se tourne plutôt vers l'international, réaffirmant l'indépendance de la France. Il refusera par exemple l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe 2 fois. La première car il les trouve trop pro-américains, là-dessus il n'a pas tort du tout, et la seconde parce qu'il trouve que l'économie anglaise n'a rien à voir avec l'idée qu'il a de l'Europe des nations. Et là-dessus, il a presque pas tort non plus. Il soutiendra les USA lors de la crise de Cuba, mais les critiquera pour leur intervention au Vietnam. Il sera toujours un anticommuniste absolu et les qualifiera même de régime transitoire, 30 ans avant l'effondrement du bloc de l'Est. De Gaulle et l'Europe, c'est une alliance d'États avec une priorité nationale avant tout, et ce, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Autrement dit, l'Europe actuelle, il l'aurait totalement validée dans sa composition, mais avec des frontières, faut pas déconner non plus. Et si dans les années 1960, le gaullisme ressemble à un « en même temps », on méprise les communistes mais on reconnaît la République populaire de Chine, De Gaulle voyait la position de la France comme un pivot entre le bloc de l'Est et l'Ouest, avec quand même la bombe atomique au milieu, car on n'attaque pas quelqu'un qui peut tuer 80 millions de personnes. Pas fou non plus. Quand arrive le printemps 1968, la France est en pleine Trente Glorieuses, avec le plein emploi, mais comme le veut la grande tradition, il y aura des riches, il y aura des pauvres, ça sera juste plus dur pour les pauvres. Mais 68 éclate soudainement, certes, et surprend totalement le général. Même si aux États-Unis on manifestait contre le Vietnam, en Allemagne la contestation étudiante battait son plein, au Japon les facs aussi partaient en vrille, l'Italie c'était la foire au pavé, et à Prague on essayait carrément de réformer le communisme. Et spoiler, à Prague ça s'est très mal fini. Le général n'a rien vu venir, c'est sans doute la cataracte. Désolé. Là, la chienlit c'est pas juste 2-3 étudiants avec des pancartes, c'est juste la moitié du pays qui crie « Cramons le vieux monde ». Les usines, les universités, tout le monde se met en grève. Sauf les patrons, eux, ils flippent. Ils pensaient avoir cimenté la France avec ses institutions, spoiler, la jeunesse voulait un marteau-piqueur. Et le 29 mai 68, le général et maman disparaissent. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, d'activer la cloche des notifications et de pourquoi pas participer au Patreon, car la prochaine fois nous parlerons de ça. Il revient en force avec un discours autoritaire et des élections où il défonce tout. Comme d'habitude, la finesse et De Gaulle, c'est pas la meilleure collab de l'année. Il annonce alors en bel uniforme de général « Je veux bien discuter, mais en attendant, je vous marre parce que là, c'est vraiment le foutoir. » Mais 1968 se calme, car l'été arrive, alors bon, il va falloir aller en vacances. Les élections lui confirment une majorité. L'année suivante, il tente un dernier référendum pour la route sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il met clairement dans la balance sa démission. Et alors que le oui était annoncé gagnant dans les sondages, le non l'emporte. En 2 phrases, il se retire de la présidence de la République. Alors pour conclure,
De Gaulle, c'était un peu l'homme aux deux visages. D'un côté, t'as le mec qui a sauvé la France, l'homme du 18 juin, celui qui parle aux foules, qui redonne un sens à la résistance et qui impose sa vision de la France, forte et indépendante. Mais de l'autre, t'as le général rigide qui balaie la guerre d'Algérie sous le tapis, celui qui ferme les yeux quand il abandonne les pieds noirs et les harkis en 1962 sans broncher, celui qui se coupe du peuple comme un vieux roi dans son château car il n'a pas entendu les cris de la jeunesse. Et vous, que pensez-vous de cela ?